Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout démontrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec AIDEA. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, sur le podcast Voyage vers la réussite scolaire, nous accueillons Amélie Proulx, orthopédagogue chez AIDEA, qui nous explique comment les outils d'aide technologique peuvent aider les élèves qui ont un trouble d'apprentissage à mieux réussir, et ce, même dans un contexte scolaire, ce qui veut dire en classe. On a très hâte de t'écouter, Amélie. Amélie, bonjour. Bonjour, je m'appelle Amélie et je suis orthopédagogue pour AIDEA. Donc, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal en enseignement en adaptation scolaire et maintenant, je fais une maîtrise à l'Université du Sud du New Hampshire en enseignement de l'anglais langue seconde. Et puis, ça fait 2 ans que je fais de l'orthopédagogie, de la téléorthopédagogie. Dans ton contexte en téléorthopédagogie, Amélie, tu suis notamment une élève qui utilise le logiciel Lexbar en contexte d'apprentissage de l'anglais. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Oui, ben Lexbar, c'est vraiment un outil génial. On peut l'utiliser en français, on peut l'utiliser aussi en anglais, ça fonctionne de la même façon. Donc, par exemple, lorsque je suis avec mon élève qui l'utilise, on va lui faire écrire des textes en anglais et puis son Lexbar va lui proposer des mots en anglais aussi. Donc, c'est bien parce que ça fonctionne aussi en anglais, donc pas juste en français. Alors, quand, par exemple, elle peut l'utiliser en classe d'anglais, à l'école, ça peut être un très bel outil aussi, également. Et là, tu mentionnes justement qu'elle pourrait l'utiliser à l'école. Est-ce que, en ce moment, dans ton expérience, tu remarques que les élèves utilisent leurs outils technologiques dans toutes les matières? Comment ça se passe, ce transfert-là de ce qui est fait en téléorthopédagogie en privé et ce qui est fait à l'école ensuite durant la semaine? C'est une très bonne question. En fait, ce qu'on remarque dans les écoles, parfois, lorsqu'un élève a un diagnostic, par exemple, d'une dyslexie ou d'une dysorthographie, il va utiliser ces outils techno seulement en français ou dans une seule matière, alors que l'élève devrait avoir droit à ces outils dans toutes les matières parce que la difficulté va se présenter, va se manifester pas juste en français, ça va se manifester aussi dans les autres matières. Par exemple, en géographie, ben on va aussi retrouver de l'écriture, de la lecture, donc c'est très, très, très important que nos élèves puissent avoir accès à ces outils-là. Je peux faire aussi une comparaison avec, par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté avec sa vision. Donc, une paire de lunettes, ça va être utile en français, comme en géographie, comme en histoire. Donc, on va l'utiliser. Et ça devrait être vu de la même façon aussi lorsqu'on utilise des outils technologiques. C'est notre paire de lunettes. C'est la même chose. On s'en sert pour conduire, on s'en sert pour aller à l'épicerie, on s'en sert dans tous les contextes de la vie. Donc, je ferais même le lien jusque-là que le logiciel Lexbar ou un autre logiciel, en tout cas, l'outil technologique que l'enfant utilise et avec lequel il est familier et qui lui permet des réussites, va être utile dans tous les contextes. Quand il écrit un courriel, quand il est en rédaction, s'il écrit une lettre, s'il est petit au Père Noël, voilà, peu importe, mais ça va lui être utile parce que il en a, même si on dit qu'il en a pas nécessairement besoin, mais c'est en contexte d'équité, c'est pour le sentir en situation de réussite. Donc, tout ce qu'il veut exprimer, qu'il pourrait dire à l'oral et qu'il est peut-être très fort à l'oral, mais là, il faut que ça passe par le papier ou en tout cas par l'écriture, que l'information soit lue. Alors, pour qu'on soit capable de bien le comprendre avec des phrases qui vont être beaucoup mieux structurées, avec les mots qui contiennent les bonnes lettres, effectivement, que le logiciel va l'aider. Exactement. Puis je peux faire aussi avec mon élève, j'ai un exemple à donner. Mon élève, elle a le droit à ses outils technologiques en français. Et puis
ça n'a pas été mentionné qu'elle avait besoin de ces outils technologiques pour les autres matières et on voit une énorme différence dans ses notes scolaires. Donc ça, c'est, encore une fois, le traitement n'est pas équitable si mon élève n'a pas accès à ces outils-là qui lui permettraient d'avoir un meilleur résultat qui est très clair avec le français. Hein? Elle utilise les outils techno et on voit là que ça se démarque beaucoup, là. Donc, ça, c'est aussi très important à considérer. Quand tu dis par rapport aux notes, donc ce que tu veux dire, c'est que lorsqu'elle rédige, par exemple, en français, étant donné qu'elle a les outils technologiques, je voudrais revenir sur ça pour être certain que ce ne soit pas vu comme des fois on peut entendre, est-ce que c'est juste, est-ce que est-ce que c'est pas triché du coup, mais j'irais à dire que, en fait, on n'a pas besoin d'attendre que l'élève soit en échec pour lui proposer. Puis, ça ne veut pas dire que parce qu'elle réussit avec l'outil qu'elle triche, au contraire, ça nous permet d'avoir accès à tout son potentiel, tandis que lorsqu'elle est en situation, par exemple, comme tu dis, en géographie ou en histoire, s'il faut qu'elle lise sans son outil technologique, elle ne peut pas accéder vraiment à toute l'information. À son plein potentiel, oui. À bien comprendre la consigne, puis à y répondre avec tout ce qu'elle sait. Peut-être que ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Peut-être qu'il va falloir qu'elle raye, qu'elle recommence à plusieurs reprises. Donc là, il y a aussi tout l'aspect émotif qui rentre en compte. Peut-être qu'elle va perdre confiance au travers donc elle va bloquer, elle va se remettre en confiance. Peut-être qu'elle a des stratégies pour se recentrer, mais tout ça ne fait pas en sorte qu'on va être capable de l'évaluer avec toutes ses connaissances. Et ça, bien sûr, ça se met dans le cadre d'un plan. Hein? Cet élève-là de laquelle on parle, bien sûr qu'elle a un plan d'intervention ou selon les pays, un PAP, un PPS, alors des aménagements, des accommodements raisonnables selon les pays où on est. Mais quand on accompagne des enseignants dans les équipes scolaires, souvent, on va nous demander un petit peu comme une baguette magique ou un remède miracle, mais quels sont les outils concrets? Ça revient toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, oui, il y a bien sûr pour les petits des outils qu'on peut utiliser à manipuler. Ça, c'est certain qu'il y en a. Des papiers qu'on va aller cartonner, qu'on va aller plastifier, qu'on va utiliser notamment pour tout ce qui est le sens des opérations, le sens du nombre, tout ce qui est la mémorisation des tables de multiplication, les fractions. On va beaucoup manipuler. En français aussi, la structure de phrase. Mais il vient un moment, quand on est arrivé à 13, 14, 15 ans, et que tout ça, on l'a déjà utilisé et qu'il n'y a pas un seuil de réussite suffisant, on ne va pas attendre que l'élève soit en décrochage scolaire. Quand on lui met dans les mains soit un iPad ou un ordinateur avec des outils technologiques, il peut réussir autant que les élèves qui sont avec lui. Et c'est ce qu'on veut quand on parle d'adaptation scolaire. On veut qu'il puisse être capable de suivre le rythme de sa classe, finalement. Exactement. Puis ça peut être aussi beaucoup plus motivant pour un élève de savoir que je peux avoir mon outil technologique, j'y ai droit, versus de ne pas l'utiliser parce que justement, ça peut affecter ses notes scolaires, ça va affecter sa confiance. Et aussi, un élève n'aime pas se distinguer des autres élèves de sa classe. Donc, s'il arrive à faire la même chose que les autres avec son outil technologique, eh bien, il se sent beaucoup moins différent. Donc, ça aussi, c'est important. Tout à fait. De mettre un peu les pour et les contre parce que vers l'adolescence, notamment, s'il n'a pas été entraîné suffisamment tôt pour voir les impacts positifs et qu'on lui met au moment où la différence est importante pour lui, hein. Donc, effectivement, qu'il faut vraiment qu'il voit des impacts positifs, qu'il voit qu'il est en réussite pour les utiliser. Sinon, il va voir vraiment l'aspect de « je suis différent et mon handicap invisible », comme on dit, se voit maintenant que j'ai l'ordinateur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut tenter de prévenir. Hein? Est-ce que, justement, tu aurais des petits conseils à donner aux enseignants qui souhaiteraient encourager leurs élèves à utiliser l'ordinateur en classe, mais que parfois, c'est l'élève lui-même qui ne veut pas? Ouais. Ben, je pense que ça m'est arrivé, par exemple, d'aider des élèves avec leurs outils technologiques en orthopédagogie. Donc, les élèves qui font de l'orthopédagogie sont parfois retirés de la classe. Ils viennent dans mon bureau et puis là, on va leur donner accès aux outils puis on va leur montrer comment ça fonctionne aussi. Puis des fois, là, au début, des fois, ça arrive que les élèves ils ont un peu peur d'utiliser ça, justement par peur de se faire reconnaître. Moi, je dois utiliser un ordinateur versus Jonathan, lui, il n'a pas besoin d'ordinateur.
Par contre, une fois qu'ils s'apprivoisent l'ordinateur et qu'ils voient que ça m'aide beaucoup, ils voient que ça peut leur apporter de la motivation en classe même. Puis maintenant, il y en a tellement des élèves qui utilisent les outils technologiques que c'est normal. Il y en a partout dans plein de classes et il faut normaliser ça. Puis je pense aussi pour les enseignants, la collaboration avec les enseignants, avec le personnel scolaire, de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, d'avoir lu le plan d'intervention, de savoir comment on va intervenir, parce que faire un plan d'intervention, c'est pas seulement l'orthopédagogue qui le fait, mais ça va être aussi en collaboration avec tous les acteurs qui sont présents dans la vie de l'élève. Donc, je pense que moi, quand j'ai souvent des très belles relations avec les enseignants et les enseignantes, puis ça l'aide beaucoup à mettre en place les outils technologiques, puis on est beaucoup plus confortable. Il y a une plus grande communication. Puis l'élève, quand il voit que tout le monde, on travaille pour lui, puis on travaille pour qu'il réussisse, c'est motivant. Puis il sent qu'on veut tous le faire réussir. D'avoir une vision concertée, hein? Tout le monde avoir cet objectif, bien sûr, de réussite avec le même moyen. Donc, de savoir que l'ordinateur, avec son logiciel et un entraînement suffisant, hein, disons-le, là, seulement l'outil, si l'enfant n'est pas suffisamment accompagné, parfois, il n'y a pas justement tous les impacts positifs ne sont pas là. Et c'est là parfois aussi qu'il peut y avoir un découragement de dire, ça m'aide pas ça. Ou de l'autre côté, l'enseignant qui dit, je lui ai donné, là, il n'y a pas longtemps. J'ai donné des phrases à mettre au pluriel, mais c'était pas fait, même s'il y a l'outil technologique. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a aussi à l'élève de s'entraîner pour savoir comment le logiciel va l'aider. Et une fois que ça, c'est bon, l'ordinateur va être un guide et là, il va être vraiment en situation de réussite. Donc, c'est cette communication-là et cette collaboration qui est très importante entre, comme tu dis, l'orthopédagogue, les enseignants, peut-être ça peut être un ergothérapeute, ça peut être un orthophoniste, ça peut être différents intervenants, mais ceux qui sont autour de l'élève, les parents, bien sûr, hein, disons-le. Il y a des parents aussi qui accompagnent leurs enfants dans cette découverte-là de l'ordinateur, qui va être à côté, parce qu'il y a des parents qui utilisent très bien l'ordinateur ou l'iPad par eux-mêmes et qui sont capables, qui sont à même d'apprendre à leur enfant à s'en servir. Peut-être pas d'un logiciel spécifique, ça c'est sûr, mais en tout cas, d'être capable de mettre le titre, tout ce qui est le traitement de texte, d'ajouter dans un PDF une petite boîte d'écriture. Donc, ce sont des petites choses à prendre en compte. Là, je l'ai vu justement parce qu'on a commencé un nouveau groupe d'accompagnement justement au logiciel Lexbar en contexte d'école publique au Québec. Et donc, on les voit sur l'heure du midi et on a vraiment vu qu'avant, donc, des prérequis à l'utilisation du logiciel, c'est tout l'ordinateur en tant que tel. Donc, ils savent se connecter sur Zoom, ils savent ouvrir l'ordinateur, ça va très bien, hein, on est d'accord. Mais lorsqu'il vient le temps d'être assez rapide pour savoir quel logiciel je vais utiliser pour le PDF, notamment comment je fais pour aller annoter dans mon document, aller ajouter du texte, aller faire sur Word aussi. Là, c'est là qu'on se dit, en contexte de classe, peut-être que l'enseignant se dit, moi, j'ai toute ma gestion de classe à faire avec ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ça m'en ajoute. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce travail-là à faire aussi avec les élèves, une espèce de petit rallye de rapidité, si on veut, avec le logiciel, avec les outils technologiques. Mais oui, puis en orthopédagogie, ce qui est bien, c'est que souvent dans une classe, il y en a quelques-uns qui ont des outils techno. Donc, ce qu'on peut faire, c'est généralement, les enseignantes ils en ont tellement sur les épaules. Donc, nous, ce qu'on peut faire pour les aider, c'est d'amener ce petit groupe-là, par exemple, 5 élèves dans notre local d'orthopédagogie, afin qu'ils s'apprivoisent les outils technologiques. Puis, en plus de ça, quand ils sont pas seuls, quand ils sont avec d'autres personnes qui font face aux mêmes difficultés, ils peuvent s'aider entre eux. Puis ça, souvent, c'est ça qui arrive. Puis, j'ai remarqué que ces élèves-là, ils ont une plus grande confiance après avoir maîtrisé les outils techno. Puis, sont un groupe qui se comprennent aussi. Donc, c'est pas comme, je suis toute seule dans ma classe à utiliser ça, tous les regards vont être sur moi. Non, il y en a plusieurs qui en ont des outils techno. Et puis, on voit ça vraiment juste comme un outil qui va les aider. Puis aussi, on peut le dire aux autres élèves, qu'est-ce que ça fait pour ces élèves-là?
Hein, c'est normal. Puis on peut faire aussi la comparaison avec la paire de lunettes. On peut le dire, on peut l'expliquer aux élèves. Il y a des élèves dans la classe qui ont des lunettes. On peut faire cette comparaison-là. C'est la même chose aussi, là. Mais c'est dans cette lignée-là aussi que Lexibar a mis en place une campagne J'aime mon 10 pour que dans les écoles, on en parle de cette sensibilisation-là aux troubles d'apprentissage. Donc, c'est Alexandra de l'équipe qui a monté une trousse pédagogique, un kit qui a été distribué dans de nombreuses écoles. Je pense que ce sont 300 écoles à avoir fait la demande. C'est une période qui est déjà toute planifiée, qui est prête à être utilisée en classe par l'enseignant pour parler justement des troubles d'apprentissage et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et notamment les outils technologiques. C'est vraiment quelque chose à faire. Moi, je me rappelle dans mon expérience, j'ai déjà fait en collaboration des enseignants d'emballer l'ordinateur pour arriver en classe et dire que c'est comme un cadeau et d'en faire un événement choc pour en parler. Et ça, j'invite les enseignants et les autres intervenants qui sont dans les contextes scolaires, quand on peut, parce que là, nous, on fait tout en ligne maintenant, mais on peut donner les idées. C'est important de marquer le coup pour dire, ben regarde, là, tu t'en sers pas seulement une fois dans ta semaine lors de la phrase du jour, par exemple, ou dans une seule matière. Non, on s'en sert partout. C'est sûr que là, peut-être en éducation physique, en sport, moins, en musique, moins, quoique peut-être qu'il y a des moments où on voit des artistes et là, il y a de la lecture. Je dirais que dans tous les contextes, lorsqu'il y a de la lecture-écriture, on va s'en servir. Mm-hmm. Pour utiliser les outils technologiques à l'école, on s'entend que ça prend une certaine démarche. Hein? Ça suit tout un processus. Alors, on peut utiliser les outils technologiques en flexibilité, en contexte d'inclusion scolaire, ça c'est certain. Comme tu disais, il y a de plus en plus d'écoles qui ont des outils technologiques, que ce soit l'iPad, que ce soit ou des tablettes, que ce soit l'ordinateur. Il y a bien sûr des locaux d'ordinateurs. Il y a aussi des ordinateurs des fois qui vont être, ils appellent les classes mobiles, peuvent être sur un chariot, ça se déplace. Voilà, il y a les tableaux blancs interactifs de plus en plus. On est quand même dans une ère où la technologie est omniprésente et les écoles ont mis un certain budget. C'est très rare, même nous, dans les écoles qu'on aide à l'étranger, dans des coins beaucoup plus défavorisés, que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit en Afrique, il y a des ordinateurs maintenant. Et alors, c'est pas toujours utilisé de la manière qu'on le voudrait justement avec nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Mais le matériel est là, est présent. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que nos élèves n'utilisent pas toujours les outils technologiques? Donc, peut-être que tu voudrais parler du contexte au Québec, comment ça se passe pour que l'élève l'utilise en contexte pas seulement d'apprentissage, mais aussi d'évaluation. C'est vrai que dans le système scolaire au Québec, on parle de flexibilité, d'adaptation et de modification. Quand on parle de flexibilité, ça se passe dans plusieurs sphères. Donc, ça peut être dans le contenu, ça peut être dans la structure, ça peut être dans les processus. Bon, il y a plusieurs angles dans lesquels on peut être flexible. Notamment, on pourrait dire que tous les élèves utilisent l'ordinateur ou utilisent le logiciel Lexibar parce que tous les élèves vont quand même progresser. L'élève qui a moins de difficultés scolaires va peut-être quand même apprendre des nouveaux mots avec la fonction des prédicteurs. Un élève qui a vraiment des difficultés d'apprentissage, lui, et qui a un plan d'intervention, il va pouvoir utiliser son logiciel parce qu'il va avoir les mots écrits la manière dont c'est attendu et il n'a pas cet apprentissage qui va être acquis de comment le mot s'écrit dans le dictionnaire, quand on parle d'orthographe lexicale notamment, où la charge cognitive est vraiment très, très lourde pour qu'il fasse tous ses accords lorsqu'on est en orthographe grammaticale. Donc, en contexte d'apprentissage, on va pouvoir le permettre à tous. Par contre, lorsque l'élève l'utilise en contexte d'évaluation, c'est parce qu'il a, par exemple, eu une évaluation orthophonique, un blanc neuropsychologique. Il a un document de la santé qui certifie qu'il a un trouble d'apprentissage et on va aller pallier ces difficultés qui sont permanentes à l'aide d'un outil technologique. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine procédure à suivre et que ça demande aux parents et aux enseignants, donc aux intervenants scolaires, de s'impliquer dans cette démarche-là parfois. Il y a des différentes réunions dans le contexte scolaire français. On entend aussi parler la MDPH. Donc, il y a des procédures à suivre qui vont
permettre cet outil-là. Mais une fois qu'on a l'outil, en tout cas, c'est possible de l'utiliser dans toutes les matières. Est-ce que tu voulais parler du contexte au Québec? Oui. Pour avoir accès aux outils technologiques, il y a peut-être, j'ai déjà entendu dans des écoles, c'est facile d'avoir accès à des outils technologiques, mais non, c'est une longue démarche. Alors d'abord, la première étape, il faut que l'élève ait eu au moins 2 blocs d'orthopédagogie, soit traitement alphabétique, orthographique, morphographique ou fluidité en orthopédagogie. Ensuite de ça, il faut s'assurer que il y a eu des moyens non technologiques qui ont été mis en place dans une des 2 compétences, lire et écrire, et qu'elles sont consignées dans le plan d'intervention. Par exemple, tiers-temps, il y a eu un dictionnaire Eureka, on a mis plus gros caractères d'impression, par exemple. Ensuite, si c'est en lecture ou en écriture, on doit avoir une lecture avec une grille qui démontre que la compréhension, la compétence 1, est en échec, et une écriture avec grille qui démontre que la compétence structure de phrase ou orthographe est en échec. Une procédure qui s'étale sur plusieurs mois. Ensuite, si les 3 conditions sont complétées, il nous reste à faire l'essai des fonctions d'aide technologique. Donc là, après avoir tout fait ça, on va faire l'essai. Donc là, même avant là, qu'on dise, OK, l'élève peut avoir accès aux outils techno, on fait un essai, on fait un test. Est-ce qu'il va y avoir une différence dans son résultat? Par exemple, c'était en écriture, dans sa dictée, par exemple, est-ce que ça l'a vraiment aidé ou non, c'est resté au même niveau? Et ensuite de ça, donc au bout de quelques mois, on va reprendre, par exemple, la lecture avec grille et l'écriture avec grille afin de valider la pertinence des outils technologiques. Donc, si les aides technologiques ont été pertinentes, il y a une amélioration dans le critère de compréhension en lecture et une amélioration dans un des 2 critères, construction de phrase ou orthographe. On peut donc conclure de la validité des outils. Donc, la prochaine étape, c'est lorsque l'élève va être au 3e cycle. Donc là, je parle dans un contexte au primaire. OK? Donc, lorsque l'élève va être au 3e cycle, il est possible de faire une demande d'achat d'équipements technologiques. Donc, il faut avoir le consentement des parents, la lecture avant l'essai des outils avec grille, la lecture après l'essai des outils avec grille, prouvant la validité. Ensuite, on doit avoir la synthèse en orthopédagogie qui démontre que l'élève a fait les 2 blocs d'orthopédagogie, le rapport de validation des outils par l'orthopédagogue, le plan d'intervention qui a un objectif en compréhension de lecture et ou en structure de phrase ou en orthographe. Et si c'est seulement en écriture, alors les travaux et grilles doivent être en écriture. Et puis, la demande doit être faite sur le portail par l'orthopédagogue. Et les documents, généralement, sont envoyés à une personne dans un centre de service scolaire. Donc, c'est une très longue procédure. Ça, c'est au Québec. Donc, ça serait intéressant de savoir en France comment ça se passe. En France, en Belgique, tout à fait. Ça serait très intéressant. Je pense que ça va être lors d'un autre podcast. Je pense déjà à certaines personnes qui pourraient nous orienter là-dessus. Tout à fait. Parce que je sais qu'en France, il y a toute la démarche aussi d'avoir des outils technologiques avec la MDPH. Donc, c'est assez intéressant. Et la MDPH, nous, avec les élèves qu'on aide qui sont à l'étranger pour être en ligne, mais en fait, c'est assez compliqué parce qu'on a la contrainte que ça prend la signature d'un médecin scolaire ou en tout cas un médecin qu'il parle français. Et dans certains pays, c'est très, très difficile à trouver. Et aussi d'avoir un bilan orthophonique récent de 2 ans. Et ça, dans certains pays, c'est très difficile. Les élèves doivent faire un voyage et des fois, ils arrivent et leur rendez-vous, c'est complet ou n'a plus lieu. Il y a des annulations. Bon, bref, nous, maintenant, on a une orthophoniste dans l'équipe et ça, je pense que ça va énormément aider. On a déjà commencé. Donc, ça va soulager beaucoup à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il y a certaines contraintes. Et l'autre chose, c'est qu'il faut être français. Alors qu'on a certains élèves dans les lycées français qui sont purement philippins, purement japonais, purement éthiopiens. Donc, et que les parents ont un projet et qu'ils ont souhaité que leur enfant soit scolarisé dans le lycée français. Mais là, s'ils ont des difficultés scolaires, en tout cas neurologiques, là, pas seulement à cause de la langue, par exemple. Alors, c'est très difficile d'avoir voilà, ils peuvent pas. Voilà. Donc, c'est un peu particulier, mais on fera un autre épisode. Merci beaucoup de nous avoir orientés, Amélie, déjà là-dessus, avec ton regard, donc ton expérience et expertise là, avec les élèves qu'on accompagne, avec tes études universitaires, puis ton expérience aussi dans le contexte scolaire, parce que tu as aussi fait
voilà, cette expérience-là sur le terrain. Mm-hmm. Est-ce que pour terminer, tu aurais une petite dernière note, un petit message que tu souhaiterais boucler? Tous les élèves sont capables de réussir. Il faut seulement qu'ils aient accès à leurs outils, ce qui fonctionne pour eux. Et nous, en tant qu'orthopédagogues, enseignants, parents, c'est important de se battre pour nos élèves, nos enfants, parce qu'on veut les mettre dans des conditions de réussite. Et voilà. Donc, je pense que c'est possible pour tous les élèves. Il faut juste qu'on ait les outils pour les aider. C'est parfait, Amélie. Merci beaucoup pour ton apport. Merci d'accompagner aussi bien nos élèves, puis autant en français qu'en anglais. C'est tout qu'un atout avec toi. Bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu sur le podcast. Bonne journée à vous tous. Merci, bye-bye. C'était Amélie Proulx, orthopédagogue chez ADA, qui est venue sur notre podcast Voyage vers la réussite scolaire pour parler de l'importance à utiliser des outils d'aide technologique avec nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage et ce, dans toutes les matières. Nous sommes ravis de vous avoir eu comme auditeurs. Revenez avec nous pour un prochain sujet lors de notre prochain épisode. À très bientôt!